Tiers livre, atelier d'écriture. On est parti dans une série simplement sur le dialogue. A priori, 5 exercices, on verra, peut-être plus. Alors, l'idée que ce soit une série, déjà, ça nous aide dans cela que bon, le dialogue, c'est difficile, c'est funambule, c'est glissant, c'est casse-gueule, mais nous, chaque fois, on prend des appuis. On prend une toute petite parcelle. Alors, chaque exercice sera minuscule, mais comme on va en faire 5, je pense que c'est comme faire des gammes. Plom-plom, renversement de position, renversement sur le manche, tout ce que vous voulez, prenez toutes vos métaphores. N'empêche que on va pas faire des grands ateliers d'écriture, on va faire chaque semaine un point précis de manipulation, utilisation du dialogue. Et c'est ma façon à moi. Le premier, c'est appelé dialogue sans dialogue. Donc, simplement parce que au milieu, il y a l'empreinte en creux, il n'y a pas de paroles échangées, on ne les entend pas. Mais précisément parce qu'il y a ce vide qui travaille en permanence la masse, c'est tout le contexte, les silhouettes, les visages, les gros plans, c'est le temps. Ça, c'était notre premier exercice, et moi, ça me donne déjà un sacré élan pour le deuxième. Alors aujourd'hui, on va encore aller sur du tout petit. Est-ce qu'on va faire se causer des personnages ? Non, ce serait trop simple d'aller si vite. Vous savez que sur le dialogue, on a quelques textes un petit peu fétiches. Moi, par exemple, je pense souvent à un texte de Paul Claudel. Je crois que c'est dans Conversation sur le Loir-et-Cher. C'est tout d'un coup, il part dans une impro sur Racine. C'est que Racine, donc il y a une grande tirade, et la tirade est toujours adressée. Il y a toujours le personnage qui accompagne une sorte de répondant. Mais quand il faut qu'il attende 3 minutes, 4 minutes, que la grande tirade soit finie, qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Qu'est-ce qu'il fait avec son corps ? Qu'est-ce qu'il regarde ? Comment il travaille lui aussi, le personnage qui écoute, pas celui qui parle, mais son rapport avec le public ? Comment vous, en tant que public, vous écoutez la tirade, mais ce qui vous est donné, c'est aussi le rapport avec le personnage qui ne parle pas. Ça, pour moi, c'est un texte canonique. Il y a d'autres choses sur le dialogue. Alors, il n'y a pas une citation comme ça qui serait comme de la foudre, mais c'est que c'est les éditions de Minuit, après le décès, longtemps après le décès de Bernard-Marie Coltès, ont rassemblé une suite d'entretiens. Et même pour des gens comme moi, j'ai connu Coltès, mais est-ce que j'avais lu ces entretiens, peut-être ça passe sous votre nez, peut-être pas, puisqu'il y en avait dans Le Monde avec Colette Godard, mais quand c'est rassemblé, tout d'un coup, tu t'aperçois que Bernard, alors même que la mort est annoncée, il y a une espèce de... comment dire, quelque chose s'installe qui est comment je travaille, pourquoi je travaille, qu'est-ce qui travaille en moi dans l'écriture, et ça va énormément plus loin que ce que nous, à l'époque, on recevait de notre lecture de Bernard-Marie Coltès. Alors, dans ce texte, souvent, évidemment, il y a des choses sur le dialogue, en particulier comment il les écrit, sa technique à lui, par exemple, d'écrire une seule réplique par jour. Tu as écrit une réplique, est-ce que tu donnes la réponse ? Non. Tu fais autre chose, tu vas au cinéma, une espèce de cinéma permanent, tu es un petit peu accro au texte de Kung Fu, et puis le lendemain, eh bien, tu écris la réplique. Peut-être c'est juste « oui ». Eh bien, tu attends encore le surlendemain pour continuer. Et ce qui développe, là, justement, dans cette filiation avec Claudel, est-ce que, par exemple, ce qu'il dit sur la dispute de Marivaux, ça entretient aussi, ou le texte même de la dispute de Marivaux, qui est quelque chose qui partage, qui met dans une grande proximité avec Patrice Chéreau, qui a mis en scène la dispute, c'est l'attention portée au fait qu'une réplique de dialogue n'est jamais une réponse à ce qui vient d'être dit.
tout l'art et la technique, et ce qui rend extrêmement difficile le dialogue, c'est que vous, lecteurs, à mesure que vous avancez dans la réplique, évidemment, tout votre imaginaire, tout ce que vous projetez sur la suite, sur le contexte, sur ce qui se passe entre les personnages, travaille, et travaille d'autant plus que vous le recevez en tant que parole. Et donc, ce qui va répondre, ce n'est pas quelque chose qui s'installe, ce que dit mal le mot réplique, justement, mais c'est un décalage par rapport à ce qui s'est installé comme substrat de cette réflexion souterraine. Sur cette réflexion souterraine, on vient donner une coupe et une inflexion. Et si on pige ça, en tout cas nous, là, dans les exercices, ça va être pour manipuler ça, le distordre, le manipuler 2 fois, 3 fois, 4 fois. Par exemple, à un moment donné, si tu prends vraiment ce système au sérieux, si ce qui compte, c'est ce qui se passe dans ta tête à toi qui reçoit le dialogue ou qui va répondre au dialogue, c'est justement parce que dans l'art d'écrire du dialogue, il faudra retirer l'informatif ou retirer ce qui compte, ne laisser que la musique ou ne laisser que l'intention ou l'inflexion. C'est toutes ces petites choses qu'on va essayer de manipuler. Alors, le biais qu'on va prendre aujourd'hui, excusez-moi, c'était pas prémédité. Mais dans cette marche-là, bon, ça fait 1 semaine que je gamberge, je lis les textes mis en ligne, et c'est ça qui me vient. Dialogue, 2 personnages. Bien, pour moi, Dante, l'enfer. Dante, poète, rencontre Virgile, poète qui vivait 1400 ans avant, excusez du peu, et Virgile va aider Dante, narrateur, à traverser les 9 cercles successifs de l'enfer. Et ce qu'il trouve dans l'enfer, c'est les turpitudes, le mal, les ombres du temps au présent. Et si l'enfer de Dante est si puissant aujourd'hui encore, c'est que je suis pas sûr que ça ait tellement changé. Alors ma traduction fétiche, j'en ai plusieurs, il y en a plein, on en a déjà parlé. Je sais qu'il y a, par exemple, en Angleterre, c'est dans l'écriture sans écriture, Uncreative Writing de Kenneth Goldsmith, raconte ça, une chercheuse qui a fait sortir de la British Library toutes les versions de traduction anglaise de l'enfer, premier élément du triptyque de la Divine Comédie, et qui a fait son propre livre en rassemblant, je crois, 80 versions successives du premier tercet de l'enfer. Alors, c'est juste là pour mettre un petit peu le contexte, mais qui avance dans les cercles des enfers? Dante. Est-ce que Virgile, par sa position de connaître et de guider, a le même statut que le narrateur? Non. Et c'est cette dissymétrie qui fait que le narrateur expérimente, parle à ceux qu'il rencontre et qui souffrent dans ces enfers, mais Virgile est toujours en retrait. Il le laisse faire sa propre expérience tout en ayant son échange ou son travail de guide, de mise en garde, ou de « maintenant que tu as fait ça, réfléchis à » par rapport au narrateur. Et ce dispositif, Monique Wittig l'a repris. Alors, c'est un livre publié en 1985. Pour moi, ça devrait être un classique des classiques. Enfin, tout le Poponax, les guerrières, et en tout cas Virgile, non. Pour moi, c'est une espèce de bloc. C'est une interrogation majeure parce que je pense que ces étiquettes appliquées du dehors à Monique Wittig, à la fois où tu mets un peu de nouveaux romans, où tu mets un peu toute cette naissance-là de implacable. Et quel résultat aujourd'hui de ce qui tient au mouvement féministe. La part qui a pris Wittig, certainement, mais quand elle écrit, est-ce qu'elle en est partie prenante? Ben non. Qui était la plus proche amie de Monique Wittig? Nathalie Sarraute. Et ce lien de Sarraute et Wittig, rien que ça, pour moi, c'est
sujet d'étonnement et qui donne comme une espèce de dédoublement de strates, là, cette langue extraordinaire. Alors là aussi, il y a cet exil de Wittig. Wittig, alors beaucoup... comme elle, il suffit de regarder par exemple dans les études rabelaisiennes, tu as le dogme des vieilles universités sur Rabelais, donc tous ceux qui cherchent Jean Paris, François Rigolo et tous les autres, où est-ce que tu trouves ta place? Ce sera aux US, eh bien elle aux US, elle trouvera sa place. Et ça encore renforce l'éviction ou ce qu'on lui fait payer à distance, alors que justement, dans Virgile, non. Ce qui est incroyable, c'est que c'est la confrontation avec la ville. Alors la ville la plus reconnaissable, c'est San Francisco, mais derrière, il y a pas, c'est toutes ces constructions urbaines qui sont la ville en tant que telle. Et la ville, dans ses émeutes, dans ses révoltes, ses protestations, ses mouvements de foule, dans sa manière de se dresser, là, cette ville... San Francisco, évidemment, n'est pas nommé, mais tout d'un coup, on aperçoit la mer dans une échappée entre deux rues. Donc la disposition en amphithéâtre de la ville au-dessus de la mer compte aussi énormément. Alors, Virgile, virgule, non. C'est là où nous, tout d'un coup, s'installe à la fois le protocole et le trouble. Eh bien, qui c'est Dante ? C'est Wittig, c'est son nom de famille, elle n'a pas de prénom. Tout d'un coup, le prénom s'en va, il n'y a plus que Wittig, avec les 2 I et les 2 T, et puis WG. Et c'est parti, c'est elle qui reprend l'expérience du poète dans les enfers. Qui est Virgile ? C'est une femme. C'est une femme aussi, mais avec le paradoxe qu'on l'appelle Manastabal. Mon guide, virgule, Manastabal. Alors mon guide... c'est une forme non genrée, neutre, mais Manastabal est un nom qui lui est au masculin, ça vient d'un chef de guerre de l'indépendance africaine, mais ça, il n'y a pas plus de référence que le M-A-N-A-S-T-A-B-A-L, Manastabal, tout d'un coup, c'est 4 syllabes qui fonctionnent comme une sorte de percussion souterraine, mais comme c'est juste le c'est juste une forme comme ça de grondement souterrain, d'appel, de dépersonnification de cette instance. Et c'est ça qui, moi, m'a donné envie de partir de ce texte pour notre deuxième exercice dialogue. Alors j'ai pris vous trouverez dans les ressources, dans le dossier habituel, j'ai pris un passage, c'est chapitre 25, 26, qui est très bref. C'est des chapitres qui font en gros 2 petites pages de l'édition Minuit, 27 peut-être un peu plus long, 2 pages et demie, et 28, lui carrément plus long, il fait 4 pages. Donc je vous ai mis cette séquence, ça pourrait être n'importe où dans le livre, mais le fait qu'elle soit là, quasiment aux 2 tiers du livre, c'est un point de rassemblement, d'intensité, d'inflexion. Wittig s'affronte aux figures des relations humaines dans la ville. Elles sont violentes, elles sont décomposées, elles sont dangereuses pour elle qui s'y immerge, pour elle qui ne respecte plus, qui se révolte aussi contre les injonctions de prudence de Manastabal, mon guide. Et c'est juste ce dispositif qui m'intéresse, en ce sens que elle est incarnée. Elle est là, dans un bar, dans une manifestation, dans une espèce de spectacle forain où on tire, mais en fait c'est un tir réel sur les faibles, les démunis. Et chaque fois, rapport à l'enfer de Dante, toujours ma traduction de Jacqueline Risset, elle est seule à se débrouiller. Peut-être qu'on te guide et qu'on t'envoie ici, mais dans cette expérience-là
où tu n'as plus les repères, où tu ne sais rien, eh ben, c'est toi qui te débrouilles. Tu es livré à toi-même, c'est toi qui prends les risques, et si ça se retourne contre toi, eh bien, tant pis pour toi. Ton guide ne pourra pas te sauver. Et ça, c'est l'expérience de Dante et Virgile dans l'enfer. Mais ce qui est étrange, c'est que Wittig sort la parole, l'instance parole, du texte narratif, qui est magnifiquement lyrique, qui est pris à ce brassage-là de la ville et des gens, y compris dans la révolte ou le massacre. C'est pas des choses qui sont loin de nous, mais d'abord elles sont entre parenthèses. Parenthèse, ma parole, sans moi, tu les aurais attaqués à une contre 100. Ne connais-tu pas les vertus de la fuite en de certaines occasions? Fin de la parenthèse. Et comme je lui demande si on aura souvent à fuir en cours d'opération, elle dit, et Manastabal est bien au féminin, mais certainement chaque fois qu'on aura fait une faute de manœuvre. Mais là encore, c'est une parenthèse. C'est-à-dire que la conversation, ce que dit le guide au personnage qui lui s'immerge dans la manifestation, l'instance de parole, c'est le personnage, est-ce qu'il est incarné? Non, c'est un personnage, est-ce qu'il est visible ou invisible? Bien qu'il pourrait être invisible. Il n'existe que dans la représentation que s'en fait Wittig. Par contre, elles sont ensemble dans ce brassement de révolte, mais leur conversation n'appartient pas. Et ça, c'est ce que je voulais vous proposer. C'est tout simple. Alors, qu'est-ce qu'on garde pour lancer l'affaire? On garde que chaque fois, là, 4 petits chapitres très brefs, on est dans une situation collective. Assise à une table du rez-de-chaussée, je regarde avec contentement les allées-venues autour du bar. J'ai envie de me lever à chaque nouvelle arrivante pour aller à sa rencontre et lui faire mes compliments de se trouver en pareil lieu, ou encore de me mettre debout sur la table et de porter un toast en bloc à toutes les transfuges, toutes les runaways, toutes les marronnes qui se trouvent ici réunies. Ma satisfaction de les voir hors d'affaires s'exprime si bruyamment qu'à la fin, Manastabal, mon guide, s'exclame « Eh bien, Wittig, es-tu contente? Est-ce que Manastabal, mon guide, est dans la scène ou pas ?» C'est comme dans le rêve, on ne sait pas. Par contre, la phrase entre parenthèses « Eh bien, Wittig, es-tu contente? Es-tu contente ?» Il faudra le dire comme ça. Quel est son statut? Est-ce qu'elle est prononcée? Est-ce qu'elle est imaginée? Mais ce n'est pas du monologue intérieur, c'est une apostrophe. C'est une apostrophe depuis le dédoublement invisible de vous-même. Et ce dédoublement invisible, Wittig nous contesterait. Ah non, ce n'est pas un dédoublement de la narratrice, c'est Manastabal, mon guide. D'ailleurs, eh bien Wittig, es-tu contente? À quoi la crête un peu tombée, je réponds, et elle répond entre parenthèses elle aussi. Vous voyez que là on a un dialogue. C'est qu'après l'enfer, on dirait une bouffée d'air frais. Mais parenthèse, c'est-à-dire que la réponse, donc on est dans du dialogue, mais du dialogue séparé par la didascalie. Si bruyamment qu'à la fin, Manastabal, mon guide, s'exclame « Eh bien, Wittig, es-tu contente ?» À quoi la crête un peu tombée, didascalie retour personnage, je réponds, reparenthèse. C'est ça, cette parenthèse qui va être importante. C'est pas le dialogue, c'est pas tirer et parole. Ça marche pas, ça met longtemps avant de marcher comme ça. Ça marche pas comme ça dans Rabelais, par exemple. Parenthèse, c'est que après l'enfer, on dirait une bouffée d'air frais. C'est-à-dire, est-ce qu'il est en voix off? Est-ce qu'il est en décalage? Est-ce qu'il est en monde arrière? C'est que après l'enfer, on dirait une bouffée d'air frais. Est-ce qu'elle s'adresse là à ces personnes qui l'entourent dans le bar? Non. Mais Manastabal, mon guide, virgule, dit, : Et là encore, vous voyez, didascalie, parenthèse, Manastabal parle, eh bien, Wittig, es-tu contente? Paragraphe. Mais Manastabal, mon guide, dit, : parenthèse, réponse. Non, pardon. À quoi la crête un peu tombée, je réponds. Et là, c'est Wittig qui répond. Mais, parenthèse, c'est que après l'enfer, on dirait une bouffée d'air frais. C'est-à-dire que même le dialogue n'est pas dans le temps de la narration, qui, elle, ne cesse pas, dans le monde dont elle parle et qu'elle visite. Didascalie, mais Manastabal, mon guide, dit,
parenthèse, et encore cette coupe de la parenthèse, tu oublies vite, à peine si tu as besoin quelquefois d'une baignade dans l'Achéron, mais n'importe comment, il faut que tu fasses le joli cœur aussi, je te prie, pas de toast pour moi. C'est-à-dire que là, c'est l'injonction, c'est l'apostrophe, c'est le reproche. Peut-être je ferai une lecture là dans mes 30 minutes là, des 4 petits chapitres, c'est pas facile à lire et je préférerais vous laisser seul avec, mais quelquefois c'est plus long, et comme je proteste, elle dit d'ailleurs, il ne s'agit pas de toi, mais des personnes concernées, les vrais que je suis, etc. Donc, mais c'est toujours dans ce même dispositif de parenthèse. Ensuite, le vent cesse subitement de souffler, les larmes frottées par sa pression sur les yeux s'arrêtent de couler, je vois sous le soleil éclatant la prolixité des couleurs, etc. Manastabal, mon guide, répond à ces mots. Ici même, en paradis, j'atterris comme toi à mon insu, je ne peux donc pas t'y guider. Ce que je dis alors, c'est « Je te prie, Manastabal, mon guide, dis-moi tout de même davantage » et elle regarde plutôt. C'est-à-dire que le dialogue est déchargé de tous les éléments de la scène. Je regarde donc et vois arriver du côté du soleil celle qui est ma providence, accompagné de toute une cohorte. Ensuite, 27, là, après ce moment de répit, il y a quelque chose là qui va venir. À la place des maisons, il y a des cabanes foraines qui sont toutes des stands de tir. Les âmes damnées de chaque maison, ils sont représentés, exposés comme cibles nues jusqu'à la taille. Je les vois de loin comme je m'avance dans l'avenue principale avec Manastabal, mon guide. C'est-à-dire que quand je dis personnage invisible, oui, mais pour elle, c'est présence réelle qui l'accompagne. Par contre, elle revient après à la première personne. Ma vue brouillée par la colère et la douleur ne me montre d'abord, certes, que le personnage Manastabal soit incarné ou pas, l'expérience sensible et physique de cette marche en avant dans le monde, elle n'appartient qu'à Wittig. Et là, c'est très long. Par contre, il y a Manastabal, mon guide, crie. Tu ne peux plus rien faire pour elles. Tu vois bien qu'elles sont mortes ou mourantes, mais tu vas nous faire tuer avec ta précipitation. Tu vas nous faire tuer avec ta précipitation. C'est-à-dire, le guide, est-ce qu'il dispose de pouvoirs spécifiques? Non. Là, tout d'un coup, cette Wittig, c'est presque comme dans Don Quichotte quand il essaye de sauver les bagnards, vous savez, et qu'il fonce sur les alcades qui convoient les bagnards enchaînés. Et dès qu'il a déconfit les quelques alcades qui se sont enfuis par ce type qui les attaque avec sa lance dans la poussière, les bagnards pètent les chaînes avec des cailloux, et les cailloux qu'ils ont à la main, ils envoient dans Don Quichotte. Et c'est atroce parce que ce que Cervantes nous laisse comme réminiscence, c'est pas la révolte des bagnards, c'est Don Quichotte qui perd des dents parce qu'il a pris un caillou dans la figure. Bien, là, c'est là aussi la politique du texte. Elles se tiennent debout sans bouger, appuyées sur une jambe, un genou fléchi. Elles sont à peine secouées quand une balle ou une flèche ou un couteau leur perfore le thorax. Sur la figure de certaines, le sourire est en train de faire place lentement à une grimace, tandis que le nombre des perforations se transforme peu à peu, les transforme peu à peu en madone des 7 douleurs. Je saute par-dessus le comptoir sans me laisser arrêter par les appels de Manastabal, mon guide. Mais une fois là, je ne sais plus quoi faire. Les âmes damnées m'ont attendu, semble-t-il, pour relâcher leurs habitudes figées, car elles me tombent toutes à la fois. Car elles me tombent toutes dans les bras à la fois, la plupart dans des râles. Quand enfin Manastabal, mon guide, me rejoint, j'essaye de dégager en même temps mon bras droit et mon bras gauche en redressant des âmes damnées affaissées. Mon Manastabal, mon guide, crie « Tu ne peux plus rien faire pour elles. Tu vois bien qu'elles sont mortes ou mourantes, mais tu vas nous faire tuer avec ta précipitation. » Je vais m'en tenir là. Je pense que c'est important aussi que je sois bref pour qu'on garde cette suite d'exercices. Là, on les fait un par semaine. On n'accélère pas le mouvement, mais ils vont constituer une suite de 5, on verra. Mais je voudrais que, techniquement, chaque fois, et c'est pas fréquent chez moi, on s'en tienne à une consigne très précise. La consigne, on est dans une scène collective. Là, c'est manifestation, révolte, répression, barre. On n'est pas forcé de prendre comme ça, de monter le curseur d'intensité et de violence. Simplement,
révolte, colère, action de groupe. Nul de nous pour en être indemne ces temps-ci. Ça vaut le coup d'aller y voir, mais de toute façon, prenez un embouteillage géant sur le périphérique parisien si vous voulez. La situation de foule peut être quasiment passive. Ça ne me change rien. Par contre, alors, qui est le narrateur, la narratrice ? Elle, c'est Wittig. Il se trouve que l'auteur s'appelle Monique Wittig. C'est une combinaison de lettres, Wittig. C'est pas quelque chose d'autobiographique, a priori, puisqu'on est d'emblée dans le fantastique et le lyrisme. Alors, là, vous êtes parfaitement libre. Je pense que cette question de l'apostrophe par les lettres, Wittig, elle est importante. Alors, vous, qui vous allez appeler, nommer? Est-ce que vous allez vous servir de votre nom ? Je ne vous le demande pas, mais pensez que la possibilité en existe et serait le premier choix. C'est-à-dire, si on amène ça tout près de soi, ce dédoublement, là, il va se mettre à trembler. Ça peut marcher pour un personnage. Pour Proust, Proust, ouais, mais quand même, il y a le prénom. En tout cas, bon, je ne vais pas faire plus de digressions là. Dante, Virgile, c'est à Dante qu'il s'adresse, et c'est Dante qui pratique l'immersion. Alors oui, je vous ne demande pas d'être vous-même, en tant que narrateur, narratrice, acteur ou actrice de ce qui se passe. N'empêche que, si on était dans le cycle autobiographie, oui, c'est comme ça que ça se passerait. Si on est dans le cycle roman, non, c'est pas comme ça que ça se passerait. L'instance, mais l'instance qu'on apostrophe, ça par contre, on garde l'apostrophe. Mais ça, comme dans le premier exercice, on garde la possibilité des deux versants. De le situer dans cet enracinement, en tout cas de l'autobiographie comme fiction. Donc là, c'est son nom à soi qui fait le thème de l'apostrophe, ou de l'autre côté, personnage du cycle outil du roman. Le contenu du texte, quel qu'il soit, ce sera cette action collective. Et puis dans cette action collective, le personnage, il peut crier, parler, tout ça. Ça fait partie du contexte. Mais derrière, il y a la voix double. Derrière, il y a le guide. Il y a Virgile devant Dante. Il y a Manastabal, derrière Wittig. Et par contre, on prend à Wittig ses parenthèses. Et ça, prenez le temps de lire les 4 petits chapitres dans ce que j'en fais là, dans les petits PDF d'extraits joints. C'est précisément parce qu'au lieu du tiret, au lieu des italiques, on aura installé une parenthèse qu'on va matérialiser le fait que l'injonction ou la réponse, en tout cas le dialogue si vous voulez, mais en tout cas ce passage à la voix qui apostrophe, à la voix qui interagit. On n'est pas dans le monologue intérieur par cette apostrophe, par cette injonction, par cette réprobation, par cette interaction. Eh bien, cette voix est séparée du contexte précisément par la matérialité de la parenthèse. Et là, c'est quoi la consolation ? La consolation, c'est que depuis 1985, Virgile, nom de Monique Wittig, on est les premiers et les premières à s'en saisir et le faire. Et ça, moi, c'est ma fierté et ma récompense. On est dimanche matin, on peut se permettre tout ce qu'on veut dans la folie du dire. À vous maintenant d'écrire. Mais je suis hyper content, hyper timide à la fois, de se dire, allez, on prend Virgile nom de Monique Wittig et on y va au boulot. Et la semaine prochaine, dialogue 3